à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce premier numéro de la rentrée d'International de TV5 Monde avec notre partenaire, le journal Le Monde. Premier numéro de la rentrée et émission exceptionnelle ici en Belgique, à Bruxelles. Il nous a réservé en exclusivité son premier grand entretien télévisé. Félix Tshisekedi, le président de la RDC, la République démocratique du Congo, est notre invité. C'est sa première visite officielle en Europe. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de TV5 Monde et à celles de Johan Tilwin du journal Le Monde. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Le journal Le Monde qui est partenaire de notre émission internationale. Alors, la Belgique, on y reviendra au cours de cet entretien, c'est un pays que vous connaissez très bien, vous y avez vécu longtemps. Vous venez de lui réserver votre première visite officielle et vous avez prononcé le premier jour de votre déplacement ici à Bruxelles devant des entreprises, des entrepreneurs. Ces mots, on les écoute. C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver ici, en Belgique, qui, comme j'ai l'habitude de le dire, est mon autre Congo. J'y ai passé plus de la moitié de ma vie. Je connais la Belgique dans toutes ses facettes et je peux dire que toujours, je me sentirai chez moi dans ce pays. La Belgique est mon autre Congo. Ces mots sont particulièrement forts, prononcés ici à Bruxelles, la capitale de l'ancienne puissance coloniale. Les relations entre la RDC depuis son indépendance n'ont pas toujours été très apaisées avec la Belgique. Quel est le sens de ces mots aujourd'hui ? D'abord, c'est l'expression de ce que je ressens. C'est vrai, je suis arrivé en Belgique en 1985. En réalité, c'est la deuxième fois. Je suis brièvement passé en Belgique, mais j'étais encore très jeune, à l'âge de 6-7 ans. J'avais fait juste une année scolaire, là, et puis je suis parti. Mais là, depuis 1985, je suis là, et jusqu'à maintenant. Donc ça fait une trentaine d'années. Je suis arrivé, j'avais 21 ans et demi, vous comprenez. C'est mon autre Congo, c'est mon autre pays. Et sans avoir besoin d'avoir la nationalité, je me sens chez moi en Belgique, c'est clair. Johan. Alors, en décembre 2018, dans un entretien accordé au Monde, Joseph Kabila avait déclaré, je cite, « L'Union européenne a une attitude néocoloniale. Notre compréhension est qu'ils veulent affaiblir l'État et les institutions pour désintégrer mon pays, s'accaparer les ressources et finito. » Que pensez-vous de l'analyse faite par votre ancien ennemi politique, devenu votre allié et partenaire ? Bien, je crois que il faut situer ou resituer les propos de Joseph Kabila dans leur contexte de l'époque. C'était un contexte où il régnait une tension très forte entre la Belgique ou l'Union européenne plutôt et le Congo. Le même Joseph Kabila, des années plus tôt, avait dit plutôt des gentillesses, et je me rappelle d'ailleurs que ses propos avaient prêté à polémique à propos de ce que le roi Léopold II avait fait envers le Congo. Donc vous voyez que quand vous sortez des propos d'un contexte, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc il a été gentil aussi par moments, et donc à ce moment-là, c'était la tension, ça s'explique. Je n'ai pas à juger ses propos, je ne sais pas ce qui se passait exactement, mais puisque vous parlez de décembre ou novembre 2018, Décembre 2018. Ouais. On était en pleine tension électorale, avec la pression internationale, bien entendu. Ils ne pouvaient pas se sentir à l'aise avec ça, donc c'est normal. Ça peut s'expliquer. Alors vous, Monsieur le Président, vous avez dit que la Belgique, c'était la porte d'entrée de la coopération, pour la coopération que vous souhaitez avec l'Union européenne. Coopération, c'est un mot qui n'est plus trop à la mode chez certains dirigeants africains. Par exemple, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, lui qui dénonce une certaine forme de paternalisme européen. D'ailleurs, le Ghana dit qu'il veut s'affranchir de l'aide au développement. Vous pensez différemment par rapport à la coopération avec les Européens. Et qu'est-ce que vous mettez, vous, dans ce mot de coopération ? Par coopération, je mets d'abord le mot amitié. Je ne vois pas dans coopération une sorte d'ascendance.
Je comprends mon aîné, le président Nana Akufo-Addo, qui a connu l'époque coloniale et donc qui a toujours ce réflexe de protection, ce qui est tout à fait normal et qui s'explique. Mais je crois qu'aujourd'hui, grâce à l'émergence d'Internet, du téléphone portable, le monde est devenu réellement un village. Et on ne peut plus voir les choses que l'on voyait à l'époque, de l'ascendance de certaines nations sur d'autres. Nous allons aller progressivement vers l'égalité des peuples. Et la globalisation, elle sera réelle. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a une génération de dirigeants qui ont compris que c'est par la croissance économique, le bien-être de nos populations que nous atteindrons vraiment cette indépendance. Et donc, c'est là, dans ce contexte, que le mot coopération peut s'expliquer. Mais oui, parce que je ne vois pas comment nous pouvons vivre en autarcie sans partager les expériences des autres. Et eux non plus ne peuvent pas vivre en autarcie sans partager nos expériences. Donc aujourd'hui, la coopération doit rester le mot clé de ces échanges, mais il faut mettre d'abord l'amitié devant, le partenariat. Partenariat gagnant-gagnant. Ce que veut dire aussi, globalement, le président ghanéen, c'est qu'il veut s'affranchir de l'aide. Il veut s'affranchir d'organisations internationales comme le FMI. Vous, que pensez-vous de ces relations-là avec des organisations, des instances internationales? Et l'aide, c'est quelque chose qu'il dit, même le président, qu'il ne faut plus tendre la main. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, il n'a pas tout à fait tort, parce que de nature aussi, je suis quelqu'un qui n'aime pas tendre la main, qui n'aime pas... comment dirais-je, mendier, si vous voulez. Ça ressemble un peu à ça, mais je ne pense pas que dans le cadre d'un partenariat, cela peut s'expliquer. Le Ghana, évidemment, c'est un pays performant, hein, grâce évidemment, entre autres, à la politique de M. Nana Akufo-Addo, mais aussi, il faut rendre hommage à ses prédécesseurs qui ont aussi travaillé dans ce sens. Nous n'avons pas la même situation. Le Congo était vraiment au fond du gouffre. Des efforts avaient commencé à être faits, il faut l'avouer, avec mon prédécesseur, mais pas assez. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur ces efforts avec les réformes, aller de l'avant. Et je crois qu'à un moment donné, nous pourrons aussi dire nous n'avons plus besoin de tendre la main. Mais pour le moment, nous avons besoin d'aide. Et le jour où nous dirons que nous n'en avons plus besoin, ce ne sera pas avec méchanceté, mais ce sera simplement par amitié pour dire, écoutez, maintenant nous sommes capables de voler de nos propres ailes. Merci pour ce que vous avez fait. L'amitié et la coopération continuent, mais sous d'autres facettes. Sur la coopération, une autre coopération. Oui, sur une autre, avec la Belgique, puisqu'on y est. Où en êtes-vous de la signature de la coopération, de la reprise de la coopération en matière de défense avec la Belgique? C'est un dossier compliqué. Mais vous savez qu'en Belgique, il y a encore des négociations sur la formation du gouvernement. Des mémorandums d'entente ont été signés dans plusieurs domaines, la défense, les finances, la coopération au développement, mais il faut attendre une vraie politique de coopération, et ça elle viendra avec l'avènement du gouvernement. Mais vous êtes favorable à une reprise de cette coopération? Absolument, mais sinon je ne serais pas ici. Je suis là pour dire aux Belges, leur place est au Congo, et moi, sous mon air, je ne voudrais pas de tension avec la Belgique. Je vous ai dit que c'est mon autre Congo, et donc... je ne me vois pas être en conflit avec moi-même, donc c'est pas possible. Alors avant de poursuivre cet entretien, Monsieur le Président, je vous propose de découvrir ce portrait, de revenir sur votre parcours avec ce focus. Il a été réalisé par Anthony Fouchard et Emmanuel Marty. Félix Tshisekedi, vous avez vécu en Belgique en exilé, puis en opposant. Vous y revenez en président de la République démocratique du Congo. Lorsque vous débarquez ici dans les années 80, fuyant le régime de Mobutu, vous avez à peine 22 ans. La Belgique est depuis devenue votre deuxième pays. Dans l'ombre de votre père, vous reprenez à sa mort son combat. Devant les hommes, devant la nation, que je ne vous trahirai jamais et je vous conduirai à la victoire cette année s'il y a des élections. Joseph Kabila s'accroche au pouvoir. Décembre 2017, élection annulée, c'est la répression.
Vous allez alors participer à l'union sacrée de l'opposition qui se choisit un candidat unique, Martin Fayoulou. Mais vous ferez volte-face et vous vous présenterez à l'élection présidentielle. En décembre 2018, vous êtes élu. Martin Fayoulou conteste votre victoire. C'est ni plus ni moins un coup d'État constitutionnel, car il porte à la magistrature suprême un non-élu. Une partie de la communauté internationale, après avoir remis en cause votre victoire, se range finalement derrière vous. Mais la commission électorale n'a toujours pas publié les résultats détaillés. En devenant président, vous réalisez le rêve de votre père. Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance. Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir, vous écoute, impassible. Il sait que cette phrase lui est aussi destinée. Votre père, Étienne Tshisekedi, était son adversaire le plus farouche. Joseph Kabila l'a poursuivi jusque dans la tombe en empêchant son retour au pays. Une fois président, le corps de votre père resté en Belgique est rapatrié. Son enterrement devient une cérémonie nationale. Votre prédécesseur est toujours là. Sa coalition est majoritaire à l'Assemblée et au Sénat. Il vous a fallu 7 mois pour construire votre gouvernement. Depuis votre prise de fonction en janvier dernier, vous avez libéré des prisonniers politiques, décidé de l'école gratuite pour tous, mais d'autres chantiers vous attendent. La sécurité, la lutte contre Ebola et la grande pauvreté dans votre pays, qui regorge pourtant de ressources. On vient de l'entendre, Monsieur le Président, le paradoxe de votre pays, c'est la richesse de vos sous-sols, de l'industrie minière, et d'autre part, la grande pauvreté, notamment à l'intérieur de votre pays. Vous l'avez souvent souligné. Joanne, une question sur la gestion des ressources minières. Oui, vous êtes venu ici à Bruxelles avec Albert Youma, le patron des patrons, que vous avez maintenu à la présidence du conseil d'administration de la Gécamine, la société minière d'État. Est-ce que vous allez demander des audits, réclamer des audits sur la gestion de la Gécamine et sur les centaines de millions de dollars qui ont disparu selon plusieurs rapports? Et notamment, est-ce que vous allez évoquer ces sujets-là avec Albert Youma? Et finalement, préserver Albert Youma, est-ce que c'est une concession qu'il fallait faire? Est-ce que vous avez eu le choix? D'abord, préserver Albert Youma était important pour moi parce que je ne voulais pas que le personnage que je connais personnellement, surtout à travers un membre de sa famille, pense qu'il y avait de l'acharnement sur sa personne de ma part. Vous savez que je n'avais pas souhaité qu'il soit mon Premier ministre et donc je ne voulais pas non plus aller lui reprendre sa place à la Gécamine, d'autant plus que ces accusations portées contre lui sur ces détournements de centaines de millions, je n'en ai pas la preuve. Donc il faudrait en plus que les instances spécialisées en fassent la démonstration pour qu'on pense à d'éventuelles sanctions. Si vous parlez d'audit, oui, d'accord, l'audit, il faudra le faire à un moment donné de toute la République. Pourquoi est-ce qu'il faudrait simplement se concentrer sur Albert Youma ou la Gécamine? Et pourquoi est-ce qu'on ne reculerait pas de la période jusqu'à la période d'avant Albert Youma? Donc vous voyez que l'un dans l'autre, on ne s'en sortirait pas. Je crois qu'en arrivant, ma philosophie était de dire on tire un trait sur le passé. Ce qui est arrivé de mal ne doit plus se reproduire. On peut repartir avec les uns et les autres, ceux qui ne se sont pas trop compromis, qui n'ont pas trop de tâches, qui ne choquent pas la population. On peut repartir avec eux en se disant, mais bon, si vous aviez commis certains impairs dans le passé, maintenant c'est fini. C'est le temps de se racheter et de montrer à notre peuple un nouveau visage et de nouvelles intentions. Moi, c'est ça qui m'anime comme état d'esprit et je veux continuer sur ça. Donc impunité sur les éventuels crimes économiques commis sous l'ère précédente? Pas nécessairement. Les crimes, je vous ai dit, s'il y a des instances spécialisées qui relèvent cela, on s'y penchera, mais je n'ai pas à fouiner. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne ferai pas ce travail d'aller fouiner dans le passé. J'ai trop de travail qui m'attend. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça. Le Congo nous appelle à d'autres
chose. Les Congolais veulent des réponses à leurs questions sur la pauvreté, parce qu'ils savent qu'ils ont un pays riche. C'est pas normal qu'ils vivent pauvres. Ils nous appellent ils nous posent des questions sur l'éducation, la santé, sur le travail. Donc, on n'a pas de temps à perdre à des règlements de compte. Mais vous ne ressentez pas un besoin de justice de la part de la population sur ces questions de corruption? Non, sincèrement, je n'ai pas senti, par rapport aux priorités, sûrement il y a sûrement des besoins de justice, mais ce n'est pas ça la priorité. Aujourd'hui, les Congolais veulent la paix, d'abord, la paix et la sécurité. Et ça, c'était mon engagement, parce qu'en faisant campagne, j'ai été à l'Est et j'ai vu comment mes compatriotes souffrent. Et c'est même pas de la souffrance, c'est au-delà de la souffrance ce qu'ils vivent là-bas. Et c'est depuis lors un de mes objectifs premiers, c'est-à-dire leur redonner la paix, la sérénité, le calme. Et l'Est du pays, c'est vraiment, à l'époque, on l'appelait, je me souviens, c'était à l'époque du Zaïre, on l'appelait le grenier du Zaïre, le grenier de la République. Et aujourd'hui, c'est devenu un enfer, c'est inadmissible. Je ne peux pas me sentir chef de l'État de la République démocratique du Congo et accepter ces faits. Donc ça, c'est la priorité. Les Congolais souffrent aujourd'hui, alors que, comme je vous l'ai dit, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, c'est un contraste, c'est pas normal. Un paradoxe. Dans un pays, un paradoxe, dans un pays aussi riche que la population soit parmi les plus pauvres du monde. Donc c'est ce paradoxe qu'on essaye d'élaguer, d'éradiquer pour qu'ils accèdent à une meilleure situation. Et c'est ça que je veux au-delà de tout. Alors, sur la question, pour finir sur la question des ressources minières, il y a une question aussi sur la volatilité des cours de ces matières. Oui, on l'a vu avec beaucoup d'espoir dans les calculs économiques autour du cobalt, qui est évidemment indispensable pour l'industrie automobile électrique. On a vu qu'il y avait des hausses de 200% et puis une chute depuis janvier 2019. Comment vous comptez vous affranchir de cette volatilité? Comment diversifier votre économie et surtout sur quelles priorités vous voulez investir? Oui. Merci beaucoup. Donc d'abord, il faut remettre de l'ordre dans le secteur. Donc si on a ce genre de comportement du cours assez irrégulier, ben, c'est déjà parce qu'il y a trop de traders qui jouent sur les marchés et surtout avec les creuseurs. Donc nous allons encadrer les creuseurs en coopérative, mieux tracer leur production et encadrer le tout de telle sorte que le prix du cours du cobalt soit déterminé par nous-mêmes. Nous allons aller sur la diversification, vous en avez parlé, mais pour le moment, c'est vrai que nous avons un énorme déficit en énergie. Donc, l'un dans l'autre, le temps de diversifier et donc arriver à la transformation, à la valeur ajoutée des produits extraits de nos mines, prendra un certain moment. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit la priorité, il faut la mettre ailleurs. Je l'ai appelé la vengeance du sol sur le sous-sol. Donc, les mines nous ont causé énormément de problèmes. J'ai parlé d'insécurité, mais il y a aussi ces évasions d'argent qui ne rentrent pas dans le trésor. Enfin, il y a plein de misères. Tous ces creuseurs qui meurent dans les mines et tout ça, ces enfants qui travaillent dans les mines au lieu d'aller à l'école. Donc nous avons préparé toute une série de choses, dont la gratuité de l'enseignement, pour que les parents puissent déjà avoir moins de soucis par rapport à l'encadrement de leurs enfants. Ils pourront aller à l'école dans le fondamental. Mais nous allons mettre l'accent aussi sur l'agriculture. L'agriculture est porteur de beaucoup de choses. Non seulement elle va régler le problème de la pauvreté, de quelque part, donc avec l'autosuffisance alimentaire, mais elle nous permettra de renflouer nos caisses parce que nous pourrons faire de l'industrialisation de notre agriculture. Et là, on pourra exporter même, et nourrir. Mais Monsieur le Président... Avec les terres, oui. 80 millions d'hectares de terres arables, nous pouvons nourrir plus de 2 milliards d'êtres humains. Donc, mais au départ, comment vous allez trouver l'argent pour financer cette diversification? Vous parlez de ressources agricoles, mais vous avez aussi parlé d'aller vers le numérique. Comment vous allez... Vous demandez à la communauté internationale de vous aider? C'est sous forme d'aide du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale? Voilà. C'est pour ça que je vous ai parlé de coopération, amitié.
Donc, dans le sens où nous allons demander de l'aide que nous allons allouer justement à ces programmes. Pour l'agriculture, déjà, nous sommes en pourparlers très avancés avec la BAD. Et les programmes sont là. Nous avons l'appui de certaines banques, comme Afriland, avec qui j'ai pris langue récemment. J'ai vu son CEO. Et nous sommes vraiment en pourparlers avancés avec des programmes bien établis. Donc, il y a du soutien de ce côté-là. Nous irons, les ressources sont là. Ah, d'accord. Ça commencera par de l'aide, mais vous voyez, comme je l'ai dit, après une année ou deux, nous pourrons voler de nos propres ailes et remercier ceux qui nous ont aidés. Alors, et continuer la coopération autrement. Pour poursuivre cet entretien, Monsieur le Président, je voudrais que nous vous écoutions dans ce message que vous avez adressé à la Nation il y a très peu de temps. C'est un clip diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux. Il a pu surprendre, ce clip, dans sa forme, parce qu'il y a de la musique, il y a des images. On regarde. Un extrait. Je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Un Congo où toute personne orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap est accompagnée par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. Votre message est clair, mais, Monsieur le Président, mais il dresse un constat extrêmement sévère sur l'état de votre pays. Je cite quelques mots que vous prononcez. Ceux qui meurent de faim, vous parlez de haine, de tribalisme, de viol, de guerre. C'est ça l'état de votre pays aujourd'hui. Et quel était le sens de ce message adressé au peuple? C'était surtout un appel à la conscience, à la sensibilisation. Vous savez, il y a peu, j'ai mis sur pied une agence qui se charge du changement de mentalité. Les mentalités, la mentalité actuelle au Congo est aussi à la base de nos problèmes. Le tribalisme s'est exacerbé, on l'a vu à mon élection. Il y a certains malins qui se disent opposants ou qui ont prétendu avoir remporté les élections, qui ont agité la corde tribale. Ils ont joué sur ça. Ils ont poussé certains Congolais à en attaquer d'autres, jusqu'à en tuer. C'est passé sous silence, mais vous devez savoir que ça a eu lieu dans notre pays. Il y a eu des victimes de mon élection, tuées parce qu'ils appartenaient à la même tribu que moi. Uniquement. On ne savait même pas pour qui ils avaient voté, uniquement parce que c'était des Kassaïens comme moi. On les a tués. Et ça, c'est inacceptable. C'est contre ça que je lutte, parce que je veux un Congo uni. Ce n'est que comme ça que nous pourrons faire face aux défis du développement. Je ne connais aucune nation, aucune organisation qui a pu réussir en étant divisée. Mais c'est une question de mentalité ou aussi une question de l'état de dénuement dans lequel se trouvent les populations? Exactement. Vous savez, quand on dit ventre affamé n'a point d'oreille, quand quelqu'un est démuni dans le dénuement le plus total, il n'écoute plus. Il est facilement manipulable. C'est ce qui s'est passé. On a profité de la faiblesse des Congolais pour les manipuler. Et c'est cet appel à la conscience que je lance pour qu'ils comprennent qu'ils ont aujourd'hui un chef d'État sur qui ils peuvent compter, sur qui ils peuvent s'appuyer, qui est prêt à les écouter et à suivre leurs aspirations. Et je suis là, présent. Johan. Alors, pardon, réconciliation ou justice, mais que comptez-vous faire, en fait, pour faire reculer les violations des droits de l'homme et lutter contre l'impunité de ceux qui ont fait ces crimes, y compris ceux que vous évoquez, les Kassaïens ou les manifestants pro-démocratiques pendant les 2 dernières années de 2016 à 2018. Or, vous travaillez avec ces gens-là qui sont soupçonnés de l'être. Les hauts responsables militaires sont toujours en place. Vous les mandatez pour aller à Lubumbashi, à Bunia, dans des missions spéciales. Comment vous comptez faire, en fait, et comment faire comprendre à votre population que ces gens-là seront peut-être punis, il faut pardonner ou réconcilier? Vous allez faire comment? Bien. D'abord, la première des choses que vous devez savoir, c'est que nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Parce que
ma justice, à ce moment-là, ne serait pas objective. Je vais viser selon les orientations qui me seraient données par l'opinion, par exemple. Parce que X ou Y personnage ne leur revient pas. Ça ne se fait pas. Si on veut instaurer un état de droit, il faut faire confiance à la justice, qui est vraiment le bras séculier de l'état de droit. C'est ça, c'est à ça que je veux arriver. Et c'est dans un tel contexte que ceux qui s'estimeront avoir été victimes de X ou Y citoyens, ça ne remonte pas qu'à 2016-2018, comme vous dites, ça peut remonter à avant l'avènement de l'AFDL. Il y a eu aussi des victimes dans ce pays. Donc on peut aller jusqu'à l'indépendance, si vous voulez. Ces victimes voient que ces généraux, ces responsables présumés de crimes graves travaillent avec vous. Vous dites bien présumés. Absolument. Donc, ils sont pas de sujet. Ouais. Donc, ils sont aussi présumés innocents. Mais vous, ça vous fait mal de travailler avec eux? Vous n'avez pas eu le choix? Non, c'est pas une question d'avoir mal. J'ai trouvé une armée structurée. Je leur ai parlé. Une des premières réunions que j'ai eues après celle ou avec plutôt, c'était au même moment, celle des services de sécurité, des renseignements et autres, donc les civils, c'était avec eux. C'était une des premières réunions, c'était avec le haut commandement de l'armée. Je leur ai dit ma façon de voir les choses. Je leur ai parlé en disant que je n'accepterai plus ce qu'on a entendu sur l'armée. Mais eux aussi m'ont dit ce qui s'est réellement passé. Vous savez, notre armée, c'est vrai qu'elle a commis beaucoup d'erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup d'exagérations. Mais c'est quand on arrive au poste que j'occupe maintenant et qu'on a accès à certains dossiers, à certaines informations, que l'on peut s'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de choses, on ne sait pas ici le lieu d'en parler, ce serait trop long, qu'on a collé à notre armée qui n'était pas vrai. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de diabolisation comme ça qu'on a fait sur des individus qui n'étaient pas vrais. J'ai des exemples, mais bon, je ne peux pas. Mais une fois que c'est dans l'opinion, vous voyez ce que c'est. Si quelque chose vous a collé à la peau, ça y est, c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses et laisser aux spécialistes du domaine le soin de le faire. Voilà pourquoi je me bats pour l'instauration d'un état de droit, un vrai, avec une justice comme bras séculier, soutien à cet état de droit. Mais dans un autre domaine, vous avez parlé de la lutte contre la corruption, vous avez dit que ce serait l'une de vos priorités. Cette dernière semaine, il y a eu une enquête de l'Inspection générale des finances à propos de ces 15 millions de dollars qui ont disparu des caisses du Trésor. Il y a eu l'inculpation de l'ancien ministre de la Santé pour détournement de fonds attribués à la lutte contre Ebola. Alors, vous avez été interrogé déjà sur ces questions, vous avez rappelé l'indépendance de la justice, qui est pour vous un des piliers de l'état de droit. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un signal politique fort à donner pour lutter contre la corruption et évenellement, voilà. Oui, j'en donnerai. Comme lesquels, par exemple? Vous avez évoqué les mots que j'ai prononcés hier devant les chefs d'entreprise belges, mais j'ai aussi parlé de la création prochaine d'un office de lutte contre la corruption. J'ai beaucoup et longtemps réfléchi sur ce problème. Mon prédécesseur avait désigné un conseiller spécial en la matière. J'ai beaucoup réfléchi et analysé la situation et je me suis rendu compte que ce ne serait pas efficace. Il faut un office, parce qu'il faut toute une administration avec des pouvoirs bien précis et des orientations lui donner à cet office, évidemment, pour mieux s'attaquer au problème. Vous voyez qu'en amont, j'ai créé cette agence pour le changement des mentalités parce que je veux qu'il y ait de la pédagogie avant la répression. Et lorsque la répression va arriver, on n'aura pas à regretter parce qu'on aura été prévenu. Donc, je comprends que le Congo, depuis des décennies, est entré dans une forme d'habitude du mal. Donc la corruption était devenue banale, on l'a banalisée. Endémique. Mais vous savez, endémique. Vous savez, il n'y a pas que la corruption comme telle, mais il y a aussi ce changement de mentalité. Vous savez, il y a une forme de corruption, par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Et vous trouvez quelqu'un qui se justifie en disant « mais je n'ai volé personne ».
quelque part, il y a du vrai, mais il faut faire comprendre, il y a la moralisation. Donc après la lutte contre la corruption, il y aura aussi le combat pour la moralisation, et c'est ça le changement de mentalité. Et donc, puisque vous parliez... la corruption, elle existe partout. Puisque vous parliez justement, pour revenir à ce que vous demandiez là sur l'affaire des 15 millions, ça tombe plutôt dans le sens de rétrocommission. Ce n'est pas du détournement donc de l'argent qui devait aller dans les... Vous avez déjà des informations J'ai des informations parce que j'ai reçu... Sur cette affaire ? J'ai reçu l'inspecteur général des finances. À partir du moment où j'étais au Japon quand cette affaire a éclaté, j'ai appris avec effroi qu'il avait été menacé. Donc ça m'a préoccupé. Parce que là, je monte directement au créneau. Je ne veux pas qu'on bafoue les droits et les libertés, les devoirs des gens dans leur travail, etc. Donc, il m'a rassuré, il a fait son travail comme il fallait, il n'a cité le nom de personne, ça j'insiste, il l'a dit, il me l'a redit, et puis il a transmis le dossier à la justice. Pour ma part, je l'ai rassuré de ma confiance et de ma protection. Il ne lui arrivera rien. Je lui ai demandé de faire son travail comme il se doit. Et à partir de ce moment, ce n'est plus mon affaire. La justice va s'en occuper, on connaîtra. Et donc c'est une question de rétrocommission. C'est en fait une affaire de rétrocommission. Hein, vous voyez, on paye une facture et puis vous dites, puisque je veux vous payer la facture, rendez-moi aussi autant. C'est des choses. Et donc ça veut dire que ces pratiques continuent même sous votre présidence. Oui, je reconnais, mais je n'ai pas dit, moi j'ai jamais dit que parce que je l'aurais décrété, parce que je l'aurais décidé, que tout va s'arrêter le même jour. C'est un travail de tous les jours. Je vous parle de changer des mentalités qui sont ancrées en nous depuis des décennies. Donc c'est du travail, c'est des générations qu'il faut conscientiser. Mais rétrocommission, du coup, c'était destiné quand même aux caisses du Trésor ? C'est ça l'enquête. C'est sur ça que l'enquête va porter. D'accord. Et donc laissons les choses avancer. Vous soutenez votre directeur de cabinet, Vital Kamerhe ? Absolument. Mais je n'ai aucune preuve de sa méconduite. Pourquoi ? Jusqu'ici, en tout cas, je n'ai pas à lui cracher dessus. Moi, je ne fais pas attention à ce que racontent les réseaux sociaux. Et cette lettre qui dit que Vital Kamerhe, votre directeur de cabinet, a empêché l'inspecteur général des finances de mener ses enquêtes, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ? En réalité, il y a eu un peu de maladresse, je pense, parce que je l'ai interpellé aussi là-dessus. En réalité, l'inspecteur des finances aussi est un peu sorti de ses devoirs, de son travail. C'est pour ça que je devais absolument l'appeler aussi pour lui rappeler à son devoir. Il n'a pas à agir de cette manière. Il n'est pas procureur. Lui, il est sous la responsabilité, on va dire, du président de la République. Pas de la présidence, du président de la République. Donc, avant de faire ce qu'il a fait, il aurait dû m'informer. J'étais à l'étranger, il n'avait qu'à attendre. Quelques jours, j'allais revenir. Il ne l'a pas fait, il a agi un peu comme un procureur, et je crois que mon directeur de cabinet voulait le lui rappeler, mais ça aussi, ça a été un petit peu maladroit, parce que il n'est pas sous sa direction, il est plutôt sous la direction du président de la République. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, ça a semé cette confusion qui est regrettable, mais pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Attendons, la justice va nous éclairer davantage. Déjà, on est sûr que ce n'est pas de l'argent volé du Trésor, ce sont des rétrocommissions. En lingala, enfin, c'est un mot emprunté du français, on dit COP. Donc, c'est le diminutif de coopération, c'est passé en lingala. Donc, c'est ça, c'est contre ça que moi je m'attaque, parce que COP, ce terme est devenu normal. Donc, j'ai fait une COP, alors qu'on a peut-être enfreint la loi, mais on dit, mais c'est une COP, et ça passe. C'est contre ça, c'est ça le changement de mentalité. Alors, pour progresser dans cet entretien, Monsieur le Président, la constitution de votre gouvernement a demandé 7 mois, 7 mois semble-t-il, de tractation entre votre coalition et celle de votre prédécesseur, l'ancien président Joseph Kabila, qui, je le rappelle, a gagné les élections au Parlement et dans les assemblées régionales, provinciales. 66 ministres au gouvernement. Que répondez-vous à ceux qui voient dans ce nombre de ministres l'expression d'une cohabitation entre vous et l'ancien président Joseph Kabila ? Je dis que c'était le prix à payer pour la paix. Vous savez... Pour la paix ? Oui, pour la paix. Parce que vous redetiez... pour la paix et de la violence, de nouveau. Je craignais peut-être pas de violence, mais de la crise. Le Congo ne peut pas se permettre de se payer une crise politique en ce moment, qui bloquerait les institutions et la marche du pays. C'était le prix à payer.
il ne faut pas oublier que il y a encore quelques mois, nous nous regardions en chien de faïence, et c'est peu dire, avec nos amis de la coalition aujourd'hui. Nous nous sommes combattus de manière rude pendant des années. Et donc, du jour au lendemain, il fallait coaliser. On était devant un fait. Les uns avaient la présidence de la République, les autres avaient la majorité dans les assemblées. Fallait-il aller en cohabitation, avec le risque justement d'aller de crise en crise, de dissolution en dissolution, parce que le président a le pouvoir de dissoudre, mais eux aussi, avec leur majorité, ils ont le droit d'attaquer le président, de le mettre en accusation, etc. Donc, fallait-il dire, OK, on met nos billes ensemble, puisque de toutes les façons, nous avons un, j'allais dire, sens idéologique commun, une approche idéologique commune de la société, c'est-à-dire la social-démocratie. Fallait-il tenter cela, essayer de le mettre nos billes ensemble? On a dit oui, on prend plutôt la seconde hypothèse, et c'est ce que nous avons fait. Nous espérons, nous avons maintenant encore un peu plus de 4 ans pour expérimenter cela. Nous espérons que ça marchera, on verra. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation avec Joseph Kabila ? Mais forcément, puisque nous sommes ensemble aujourd'hui dans une même coalition, donc ça veut dire que nous, oui. Et quand sa coalition considère Joseph Kabila comme le président honoraire de la République démocratique du Congo, ça vous semble être un titre approprié? C'est ainsi qu'il est appelé par ça. Mais c'est vrai, non? Donc Joseph Kabila est le président honoraire le président Sarkozy, le président Hollande, ne sont-ils pas des présidents honoraires de la République française? Ils ne choisissent pas le gouvernement de leur successeur. Oui, mais parce que tout simplement, ils ne sont pas en situation de cohabitation ou de coalition. Nous le sommes. C'est pour ça que Joseph Kabila a aussi pris part à la composition de ce gouvernement. Il a une famille politique, il a la tête d'une famille politique aujourd'hui qui a la majorité au Parlement. Ça ne passe pas inaperçu. Ça ne peut pas passer inaperçu. Et vos rapports avec l'opposant Martin Fayulu, cet ancien allié qui conteste toujours aujourd'hui votre victoire. Il y a quelques jours encore, il disait sur les réseaux sociaux, je le cite, que la vérité des urnes a été bafouée. Quel rapport avez-vous avec lui aujourd'hui ? Aucun. Je ne le vois plus d'ailleurs. Aucun rapport. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est libre de le dire aujourd'hui. Je me demande si lui était à ma place, il m'aurait permis de dire ce que lui il dit sur moi. Il est libre de le dire. Et j'attends toujours, depuis qu'il le dit, qu'il apporte les preuves de sa victoire. Moi, lorsqu'on est allé à la Cour constitutionnelle, j'avais mes preuves. Lui, il ne les avait pas. Alors pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a gagné ? Oui, mais les résultats n'ont toujours pas été publiés de manière très précise. Oui, mais ça, il faut demander à la CENI. Je ne suis pas la CENI, moi. Mais Martin Fayulu prétendait avoir gagné, qu'il le démontre, au lieu de faire du bruit inutilement. Vous en souffrez quand même de cela, d'autant plus qu'il était très proche de votre père. Oui, j'en souffre parce que je n'aime pas qu'on me prenne pour un usurpateur ou pour ce que je ne suis pas. Ça fait mal. Mais bon, c'est la démocratie. C'est aussi le prix à payer lorsque on est au pouvoir. Il faut tout accepter. Et puis c'était pas l'inacceptable, mais il faut accepter, au nom de la démocratie, la divergence d'opinion. C'est tout à fait dans le cadre de ce que nous prônons. Est-ce que vous avez été blessé, on vient de parler de souffrance par rapport à votre opposant, est-ce que vous avez été blessé par les mots du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui avait parlé dans un premier temps, à propos de votre élection, d'un compromis à l'africaine, pour plus tard dire qu'il n'y avait pas de raison de remettre en cause votre élection ? Oui, sur le champ, j'ai été choqué, parce que c'était plutôt des propos un peu méprisants. Pourquoi à l'africaine ? Pourquoi l'africaine ? Vous l'avez évoqué avec lui, cette phrase ? Non. Lui-même, d'entrée de jeu, a donné son explication. Je n'avais pas à le traquer, à le mettre dos au mur. Il s'est expliqué. Pour moi, le conflit était clos. Mais qu'est-ce que vous avez compris dans cette phrase ? Était clos. Mais j'ai dit du mépris. Pour moi, c'est du mépris gratuit. Mais bon, moi, les choses basses, je les oublie très vite. Je n'aime pas m'attarder dessus, d'autant plus que la France, c'est un pays que je porte vraiment à cœur. J'aime la France, j'aime beaucoup la France.
malgré que j'y ai pas beaucoup vécu, je l'ai visité, j'ai jamais vécu là-bas, mais j'aime depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé la France, l'équipe de France. Champion du monde, là. Mon club favori, c'est le Paris Saint-Germain. Alors, vous oubliez les choses mauvaises, mais vous avez peut-être oublié aussi que vous étiez autrefois très favorable aux questions des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Aujourd'hui, vous semblez être beaucoup plus mesuré à cet égard. Finalement, vous dites que la situation politique a évolué, donc il faut s'adapter. Voilà. Et finalement, la morale politique a-t-elle évolué aussi? Vous avez quoi comme morale politique? Doucement. La morale politique, elle est là. La première des choses que je dirais, c'est que ces sanctions portaient sur l'évolution de la situation politique. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû avoir des élections en 2016, souvenez-vous. Puis, elles n'ont pas eu lieu. À la place, il y a eu des échauffourées qui ont entraîné même des morts. Il y a eu ce que vous savez, avec l'Église catholique, le dialogue, l'accord de la Saint-Sylvestre qui n'a pas été respecté lui non plus. Donc, les sanctions s'expliquaient parce que la situation politique n'évoluait pas. Puis, plus tard, il y a eu des élections et qui se sont passées le plus pacifiquement possible par rapport à l'histoire de notre pays, l'histoire récente même. Donc, la situation a favorablement évolué. Si ces sanctions portaient sur le fait qu'on bloquait d'une certaine manière l'évolution, aujourd'hui l'évolution est là. Il y a eu des sanctions pour atteinte aux droits de l'homme aussi. Maintenant, voilà. Et ça, j'ai fait la différence directement. Maintenant, si... Ça concerne des personnalités. Voilà, s'il y a des personnalités qui ont été sanctionnées pour violation de droits de l'homme, ça, je ne les défends pas. Puisque moi-même, d'entrée de jeu, j'ai voulu être clair là-dessus. Les droits de l'homme, c'est ma priorité. J'ai libéré les prisonniers politiques, j'ai ramené les exilés politiques, j'ai humanisé les services de répression, l'ANER, parce que ça, on ne le dit pas. On a parlé de l'inspecteur de finances tout à l'heure. Mais son enquête, là, quand elle a commencé, elle a été instigée par qui? Par l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, qui hier était un appareil répressif. Aujourd'hui, il est plutôt un appareil de contrôle de la gestion du... Ça, c'est aussi à mettre à mon crédit. Donc aujourd'hui, l'ANER ne tue plus, n'emprisonne plus, n'a plus de cachot souterrain et que sais-je encore. Aujourd'hui, l'ANER accompagne l'évolution positive de la République. Donc voilà ce qu'il y a à retenir et non pas là où vous vouliez m'amener dans la morale de la politique. La politique, elle est ce qu'elle est. Elle reste. Donc ça marche aussi pour le privé, par exemple, des grands hommes d'affaires devenus milliardaires grâce à la RDC et sous sanction des États-Unis, comme Dan Gertler, par exemple, homme d'affaires israélien. Il peut revenir opérer en RDC? Il est en RDC. Je l'ai rencontré, moi, Dan Gertler. Il est en RDC. Je ne fais pas affaire avec lui. Je ne suis pas homme d'affaires. Je ne juge pas les sanctions américaines. Je ne sais pas pourquoi. Elles ont été ainsi. Mais je n'ai jamais entendu nos amis américains nous dire « Dan Gertler, il est tellement méchant, mauvais, qu'il ne doit même pas faire des affaires en République démocratique du Congo ». Je ne l'ai pas entendu. Donc. Son activité est positive, selon vous, pour la RDC? Bon, je ne le juge pas. Vous savez, moi, ma priorité, je la mets sur les entrepreneurs congolais, parce que je trouve qu'il y a du retard de ce côté-là. Je ne suis pas contre les entrepreneurs étrangers qui sont venus, mais vous pensez bien, je serais plus à l'aise en tant que chef de l'État si, en tout cas, une grande partie de notre économie était entre nos propres mains. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je veux promouvoir les entrepreneurs congolais. J'ai dit à plusieurs reprises que sous mon ère, j'aimerais voir la création de milliardaires congolais. Et c'est possible. Le Nigeria a pu le faire, le Congo peut le faire. Alors, il nous reste quelques minutes, très rapidement. Nous sommes fin septembre, c'est généralement donc la date de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a un an, votre prédécesseur demandait à la tribune des Nations Unies le départ de la MONUSCO, cette mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Il dénonçait son inefficacité. C'est 21 000 personnes qui sont déployées. Un peu moins maintenant, quand même. Un peu moins. Oui. Vous qui participez cette année pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations Unies, quel est votre message à destination de cette organisation? Et est-ce que la MONUSCO... Par rapport à la MONUSCO? Oui, elle doit rester. Oui, mais je l'ai dit. J'ai reçu récemment, le 2 septembre, je crois. Oui, le secrétaire général. Oui. Je le lui ai dit, et il me l'a d'ailleurs agréablement appris. La MONUSCO restera encore quelque temps.
Et nous en avons besoin, surtout pour l'Est du pays. Je vous ai parlé de ce qui se passe là-bas, plus en appui à ce que nos forces de sécurité vont faire, nos forces de défense, parce que là, nous sommes en train de préparer une grande offensive contre toutes ces bandes armées, et ça a commencé déjà. Et donc la MONUSCO il y a un chef militaire, nous sera utile en appui, qui a été, surtout en appui logistique, parce que vous savez que nous avons encore quelques déficits de ce côté-là. Monsieur le Président, vous accordez cet entretien notamment à TV5 Monde, hein, c'est la chaîne de la francophonie. Elle organise cette année la piste de la francophonie. C'est 18 destinations sur la planète, dont plusieurs en Afrique, hein, pour rendre visible cette francophonie qui réunit 300 millions de personnes. La RDC est le plus grand pays francophone au monde. Oui. J'ai envie de vous demander, pour clore cette émission, quel est votre mot préféré en français? Vous avez dit que vous aimiez la France. Vous me surprenez là. Le mot préféré en français. Amour. 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 Amour parce que avec l'amour, on a le bonheur. Avec l'amour, on a le pardon. Avec l'amour, on a le partage. Avec l'amour, on a la paix. Et donc, il n'y a pas mieux qu'amour. Et comme je suis chrétien, pratiquant, la parole de Dieu nous enseigne l'amour. Parce que Dieu sait que lui-même, il est amour, mais il sait aussi qu'avec l'amour, le monde s'en porterait mieux. Et cette langue française, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Il nous reste 1 minute. Certains des pères fondateurs de la francophonie ont dit que c'était un butin de guerre. Pour vous, qu'est-ce qu'elle représente? Pour moi, elle représente le partage, la possibilité d'échanger. Avec le français, on crée des ponts entre les peuples. Et c'est une langue très riche, elle est magnifique, belle à énoncer comme ça. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise. Donc, j'aime le français. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions, celles de TV5 Monde, celle de Joanne Tillwin du journal Le Monde, notre partenaire dans cette émission internationale. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi ce programme, ce premier grand entretien de la rentrée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine à Paris pour un nouveau grand entretien dans l'actualité.